Là, je me suis dit, j'avais de l'or entre les mains. Je dis aux gens, mais la crypto-monnaie, le bitcoin, la blockchain vont tout changer, ça va tout balayer. La clé pour créer, pour avancer, pour entreprendre, c'est de prendre du plaisir à se lever le matin. Moralement, il y avait un truc qui me dépassait. Quelle est la limite de ce truc? Imaginons tout ce qu'on peut faire avec. En tant que CEO, t'es le bouche-trou. Tu bouges tous les trous. Je me suis rendu compte que tous les gens très très intelligents dans la blockchain n'étaient pas forcément intelligibles. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Maker. Cette semaine, je reçois un youtubeur exceptionnel de référence, le numéro 1 en France d'ailleurs, sur tout ce qui est crypto et blockchain. Il est aussi le CEO de plusieurs entreprises, dont Just Mining, H Consulting. J'ai nommé Owen Simonin, aka Asher. Asher, sur les réseaux, c'est pas moins de 540 000 abonnés sur YouTube, 120 000 sur Instagram, plusieurs dizaines de milliers sur Twitter et je passe les autres réseaux. Au menu de cette interview, on va voir notamment comment est-ce qu'il est devenu le représentant de la crypto en France à seulement 21 ans, comment est-ce que l'on passe de créateur de contenu à CEO de plusieurs entreprises valorisées des dizaines de millions d'euros. On va évidemment creuser un peu les cryptos parce que moi je m'y connais assez peu, donc je me suis pris au jeu pour lui demander c'est quoi leur origine, quel est leur avenir, en passant à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais aussi quelles sont les valeurs sur lesquelles miser et lesquelles à absolument éviter. Alors, je m'arrête ici 2 minutes, les amis, pour un petit disclaimer. Évidemment, ce que Owen va dire n'engage que lui. Ce n'est pas un conseiller en patrimoine ou en gestion ou en investissement. Ne le suivez pas, ce ne sont pas des conseils, ça n'engage que lui. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Si l'interview vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le dire en commentaire et à aller voir la chaîne. On a plein d'autres interviews du même type, pas que crypto, sur des entrepreneurs, des créateurs et des créatrices de contenu. En fait, comment entreprendre demain, comment entreprendre le futur. Je vous souhaite un très bon visionnage et puis je vous dis ciao. Mais la réalité, c'est que j'ai bidouillé des trucs comme ça sur plein de choses. J'ai joué à un jeu, je me suis fait bannir, du coup j'ai monté mon serveur de jeu sur Minecraft. On avait un staff de 40 personnes, on a eu 120 000 joueurs. Puis ensuite, j'ai arrêté ça, je faisais des vidéos sur les paris sportifs. On a trouvé un bug sur une plateforme de paris dont je dirais pas le nom, mais je l'ai déjà cité, j'ai déjà leaké plein de fois, mais un site de paris où on a réussi à parier à la fin du match sur le score exact. Alors attends, c'est quoi cette histoire pour ceux qui ne l'ont pas entendu? Ok, pour faire très simple, il y a les paris en direct. Tu as 2 équipes qui font un match et tu peux parier. Si par exemple le PSG a une cote à 2, tu paries sur le PSG 1 euro. Si le PSG gagne, tu fais x2, fois la cote. J'arrive à un moment où je me dis, mais attends, mais comment ils peuvent avoir 10 000 paris en direct? Ne me dis pas qu'ils ont un employé sur 10 000 matchs au téléphone en train de dire, attention, Bastia a marqué, changez la cote. Eh bien, en réalité, non, parce qu'une société française ne peut pas. Par contre, il y a une société russe qui, à l'époque, envoyait une personne dans chaque match en direct, qui échangeait par téléphone satellitaire et qui donnait l'information au broker. En gros, si Bastia a marqué, il faut tout de suite modifier la cote. Sinon, les gens vont dire, prochaine équipe a marqué, Bastia, très simple. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, j'ai compris qu'ils faisaient ça. Et puis ensuite, quand ils avaient l'information, par Internet, ils envoyaient ça à tous les brokers du monde. Et du coup, naturellement... Ça fait en combien de temps, ça? Donc en gros, en moins d'une... 3 secondes, 3 secondes. Et moi, je me dis, j'envoie quelqu'un dans un stade de foot. Ça tombe bien, j'ai un serveur Minecraft, donc j'ai des gens un peu partout dans la France. Et j'utilise un téléphone satellitaire. J'envoie 3 bonhommes dans 3 villes différentes sur 3 matchs. Et ils me disent, ouais, Bastia se rapproche des caisses, des buts. Ok, prépare Bastia. Ce sera le numéro 4, Bastia. Et quand j'entendais confirmer, je mettais prochaine équipe à marquer Bastia et j'avais 1,2 secondes d'avance sur le broker original, quoi. Et je pariais tout le temps sur le match. Mais et puis pour te dire, je sors de cours et je viens d'apprendre la vitesse du nom des deux satellitaires. Tu sais que tu es en train de faire t'es en train de battre le casino à son propre jeu là. Là, tu t'en rends pas compte. T'as pas vu ce film? Oui, mais comment ça s'appelle? C'est Casino d'ailleurs. Je sais que c'était avec De Niro et c'est ça, hein. Je me demande si c'est pas Casino. C'est ça. Tu t'es pas dit là... Il y a Las Vegas 21 qui est pas mal aussi. Non, en réalité, là, c'est pas battre le casino parce que j'avais pas lu en fait les conditions générales d'utilisation qui font que l'article 6, si je ne dis pas de bêtises, vous interdit légalement de parier sur un pari dont vous connaissez l'issue. Et c'est ce qui fait qu'ils m'ont tout repris d'ailleurs. Ça et le fait que j'étais mineur et que j'utilisais l'identité de ma maman. Mais c'est d'autres choses. Mais il fallait... Il y a dû en avoir des discussions de famille, hein. Oui, je me suis fait secouer un peu à la maison, oui, parce que mon père, c'était... Raconte un peu les montants, attends, parce que donc là, t'as des mecs dans les stades... Non, je parle pas des montants, là. Là, je parle pas des montants. Tu peux pas? Non, là, c'était limite, ouais. Là, c'était on est en centaines de milliers d'euros. Là, c'est déjà leaké, en plus. Peut-être un peu. Là, c'est la première fois où mon père m'a dit, voilà, ça, c'était la dernière connerie que tu ferais à la maison. Maintenant, tu t'en vas très, très vite. Tu vas faire tes études parce que là, tu commences à rentrer dans des volumes où la prochaine, je pourrais pas la baquer, en fait. Heureusement, ça s'est très bien passé parce que, Winamax a tout récupéré. C'était sur le compte. on peut faire un bip au montage. Peu importe. Ouais, ça peut. Oh, on s'en fiche. Enfin, globalement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour la petite histoire, le cofondateur de Winamax est quelqu'un qui est dans le monde de la crypto-monnaie aujourd'hui.
Et la première fois que je l'ai interviewé, il m'a dit, mais ça me parle, ça, oui, ça vous parle, je suis désolé, c'est moi. Non, mais il y a eu strictement aucune conséquence. Déjà, tu l'as fait combien de fois? Donc, en gros, à chaque fois, tu as les disons, on a eu 2 soirs où dans ma tête, j'étais le loup de Wall Street, ouais, à peu près, ouais. Mais c'est pas bon. Puis le truc, c'est que j'étais tellement idiot et ça m'intéressait tellement pas. Moi, c'était un point, c'était des scores. J'ai même pas retiré l'argent du site. Mais même pas. Mais tant mieux. Mais bien sûr, moi, j'ai laissé ça, j'allais jouer et tout. Pour le kiff. Et le truc, c'est que moi, j'ai tenté en plus, avant que ça arrive à la maison, une lettre un peu plus robuste. Moi, je tente le coup, support, en mode oui, vous m'avez bloqué mon compte, je comprends pas, j'ai tout bien fait. Ah oui, 17 paris que vous faites 0,5 secondes en moyenne avant le score officiel, vous êtes sûr? Bon, tac, il me renvoie les conditions générales d'utilisation. Heureusement, mon père a la tête vraiment bien faite et il envoie oui, mais il n'était pas censé jouer sur un compte de mineur. Ça veut dire que le KYC n'est pas bien fait. Bref, je m'en suis sorti comme d'hab, comme à chaque fois que mon père est arrivé en mode t'as de la chance que moi j'ai un cerveau qui fonctionne parce que toi là tu ferais n'importe quoi. Mais c'était jamais sur un mauvais fond. C'était un jeu, je voyais une faille, regardez ce que j'arrive à faire avec la faille quoi. C'était rigolo. T'as rendu les millions et ça s'est bien passé. Pas les millions, mais je fais exprès d'exagérer. On m'a repris ce que j'avais bidouillé et ça s'est très très bien passé. Au contraire, j'ai même une bonne entente avec eux aujourd'hui. J'ai fait ensuite de l'affiliation pour eux au tout départ, jusqu'à ce que je rentre en école de commerce. Je commence à comprendre un petit peu qu'on peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Et donc, moralement, il y a des limites à suivre, pas uniquement le résultat qui compte. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me concentrer sur quelque chose d'un peu plus cadré. Et donc, c'était quoi? Le monde de la blockchain et les crypto-monnaies. Tu le découvres comment, ça? Première année, stage, 19 ans, 18 ans. Bref, 2015-2016, quoi, en gros. Combien de temps après les conneries avec Winamax? 2 ans après. Ouais, un truc comme ça. Et résultat des courses, je me retrouve en stage. Je vais dans la boîte de mon frère, Vivoca, qui est une de nos boîtes aujourd'hui, toujours, qui est dans la reconnaissance vocale. Pour faire simple, Google Home, c'est bien pour fermer tes volets. Mais si tu es le patron d'une entreprise qui conçoit des moteurs, il va falloir que tu fasses une assistante vocale sur mesure, parce que sinon, elle va rien comprendre aux questions barbares que vous allez lui poser. C'est ce que fait Vivoca, du sur-mesure, dans la voix. Et du coup, je vais en stage là-bas, je rencontre ces techs et tout, puis il y en a un qui me dit « Mais toi, les paris sportifs, les points dans les jeux vidéo, Minecraft, World of Warcraft, t'essayes de tout vendre à tout le monde et tu connais pas le Bitcoin. » Je dis « C'est quoi ça ?» Il me fait « C'est un système autonome qui permet à des utilisateurs sans passer par aucune institution financière. » Là, déjà, mon cerveau s'allume en disant « C'est impossible, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. C'est pas possible. » Il me dit « Ça permet à n'importe qui de faire des transactions de façon sécurisée, des points qui ont de la valeur, et c'est les utilisateurs qui définissent sa valeur par l'offre et la demande, sans aucune entité de régulation, et que personne ne puisse contrôler ce système. » Je rigole vite fait, je regarde un petit bout de papier, je me dis « Ok, c'est quoi ce truc? C'est impossible, c'est utopiste. » Je rentre chez moi. J'installe 2 portefeuilles. Je fais bien attention de passer par aucune institution, aucune structure, aucune identité, aucun KYC, rien. Et je m'envoie une transaction d'un porte-monnaie à l'autre. Là, mon cerveau, il se plie totalement. Clac. Et là, je me dis, ok, je vais réessayer, je vais envoyer, je vais essayer d'annuler pour dupliquer. Ça marche pas. Et j'essaye de bidouiller, de tricher, ça marche pas. Là, tu essayes, comme dans les autres projets, finalement, si on peut appeler ça des projets, ça. Tu essayes de trouver une faille. J'essaye soit de trouver une faille, soit de trouver à quoi les gens n'ont pas pensé avant, ou quelle est la limite du modèle qui est établi devant moi. C'est vraiment un modèle hacker. Alors, hacker, c'est ce que dans le bon plutôt, côté du. Non, mais hacker, c'est ça. Ça va plutôt être du social engineering, en fait. Ça va être du hack, mais pas le hack technique du je vois la faille du. Pareil. Même sur les exemples que j'ai donnés. En fait, j'observe, je me tais, j'ai pas un esprit... je suis assez cartésien, mais je suis moyen. Il y a des gens qui sont excellents quelque part. Moi, je regarde et j'essaye de comprendre un petit peu tout, de tout le monde, partout. Et du coup, j'arrive à avoir des vues d'ensemble de beaucoup de choses. Là où je commence à être moins pertinent, c'est quand je dois avoir une expertise parfaite sur un point technique. Une chose. Là, je vais chercher des experts et des personnes qui vont pouvoir me dire « Ok, là, c'est mon domaine, tais-toi et regarde. » Et donc là, je regarde dans l'ensemble et je ne vois pas de limite. Là, je vois pas de limite. Le truc m'a vraiment, vraiment mis une claque. Là, je me dis, ok, en gros, c'est la confiance. On a fait l'algorithme, la blockchain permet d'échanger en toute confiance, sans aucune banque. C'est un algorithme qui va garantir la confiance entre 2 acteurs. Un petit peu comme si on prenait l'exemple d'Uber, mais il n'y a même pas d'entreprise au milieu, il n'y a même pas Uber. C'est des particuliers qui rendent service à des particuliers. Et donc, je me dis, mais ce modèle d'Uberisation qu'on est en train de voir partout, si en plus dans l'Uberisation on arrive à enlever Uber, waouh, le modèle est complètement dingue. On va enlever des intermédiaires, et dans la vie il y a les intermédiaires utiles et il y a les intermédiaires inutiles. Les gens ils sont juste là pour te prendre 8% et te mettre un tampon sur ta feuille. Et là je me dis, ce truc va changer le monde. Et là ça part vraiment, vraiment en vrille, parce que là mon père une fois de plus revient avec ses bras à me dire attention, toi avoir problème, et le souci c'est Owen va plus en cours, ou alors décroche totalement.
Là, je me suis dit, là, j'avais de l'or entre les mains, j'avais l'impression d'avoir de l'or entre les mains. Je disais aux gens, mais la crypto-monnaie, le bitcoin, la blockchain vont tout changer. Ça va tout balayer, ça va lancer des nouveaux... Enfin... Et on me dit, non, t'es un malade, ça sert à rien, c'est pourri, c'est pour blanchir de l'argent. C'était ça. Ça, c'est vraiment les débuts de la blockchain. Et je dis les débuts, il y avait encore... Disons qu'au tout début, c'était tellement complexe, il y avait 2 types de profils. Ceux qui étaient juste là pour montrer que ça marche, regardez ce qu'on a pu faire. En gros, je pose ça, regardez ce qu'on peut faire. Sur l'origine, comme tu dis, de blockchain, je pense que Arte a fait un super docu, on va dire, assez simple sur le mystère Satoshi. Est-ce que tu peux rapidement le résumer pour qu'on comprenne aussi les valeurs derrière, qui sont beaucoup plus... Enfin, c'est quand même de la tech qui est au service de valeurs très fortes. C'est ça. On est très très loin dans la technologie, mais très proche de valeurs humaines. 2008, crise des subprimes. Il y a quelqu'un qui se dit, en fait, on se rend compte que on peut être abusé par tout le monde. Que ce soit des banques, que ce soit des gouvernements. Pour pas laisser les banques faire faillite avec l'argent des particuliers, les gouvernements ont pris l'argent des particuliers pour renflouer les banques. C'est un super modèle dans lequel on nous oblige à faire confiance. Donc le modèle, c'est pas de tout décentraliser. Le modèle, c'est de se dire, on doit avoir un moyen d'échanger, de communiquer. Et on parle même pas d'argent à ce moment-là. Un bitcoin n'a pas de valeur. On doit être capable de s'échanger quelque chose sans intermédiaire, sans qu'il y ait quelqu'un ou une seule personne qui puisse dire oui c'est bien, oui c'est pas bien, toi j'aime pas ta couleur de peau donc toi tu le fais pas, toi j'aime pas ta religion donc toi t'as pas le droit. On sait que l'être humain est encore très lent sur ces questions, on est encore obligé de rappeler des fondements pourtant évidents, alors que l'algorithme lui il s'en fout. L'algorithme, il n'a pas d'ego. L'algorithme, on le règle, on lui dit voilà, tu rends tous ces services-là en respectant telle règle à toutes les personnes qui s'adressent à toi. Et lui, il ne te fermera jamais la porte, par définition. Sauf s'il y a une règle qui te dit ne fais pas ça et que tu le fais, par exemple. Mais à part ça, l'algorithme ne te tournera pas le dos. Et donc, il crée la toute première blockchain qui s'appelle Bitcoin avec un grand B. C'est le nom de la première blockchain, d'accord ? Et sur cette blockchain s'échangent les jetons Bitcoin avec un petit B, les coins. On est quand même d'accord que là, il y a un type qui pète totalement un plomb. Alors, on ne sait pas si c'est un type ou une équipe. Voilà, il s'appelle Satoshi Nakamoto sur la grotte d'Internet, Reddit, et qui arrive et qui met un espèce de bout de papier. Alors voilà, white paper Bitcoin, ça va fonctionner comme ça, c'est automatique, ça va être sécurisé comme ça. Il crée les fondements, il écrit beaucoup de choses, parce que c'est d'une complexité folle à conceptualiser la première fois. Déjà, c'est pas facile à expliquer, mais la toute première fois, tout le monde dit, mais t'es complètement taré, enfin, ça n'existe pas. Mais évidemment. Sachant qu'il doit se cacher. Il ne voudra il jamais... se cache et il donne pas son identité. Jamais... C'est ça. Déjà, on sait qu'il a existé. Après, est-ce que c'est un consensus de personnes ou une seule personne ? On ne le saura jamais. Mais pareil, il est réintervenu une seule fois en 2013 quand Bitcoin avait eu un problème. Mais sinon, il a disparu. Parce que voilà, lui, son job, il voulait créer ce système qui soit autosuffisant. Oui. Et montrer que c'était possible. En sortir. Et il avait quand même une limite de temps, c'est de se dire, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me prendre, la CIA ou n'importe qui, avant que j'ai fini cet objet qui puisse être autosuffisant. Oui et non, parce qu'il faisait peur à pas grand monde à l'époque. Aujourd'hui, et puis même aujourd'hui, il pourrait plus, même si aujourd'hui on vient le saisir, en fait, comme le système est autonome, si on vient le saisir... Mais il fallait le finir. C'est ça, très clairement. Non, c'était le but. D'ailleurs, il s'est mis 5 adresses avec 50 000 bitcoins dessus par adresse, hein. Et il a dit, voilà, je les utiliserai s'il y a un problème, un bug et que j'en ai besoin. Il en a jamais touché un seul. Hein. Jamais un seul. Parce que du coup, comme tout est transparent... Juste avec le... c'est quoi la valeur actuelle du bitcoin ? Un bitcoin, c'est 40 000 $. Bon, on laisse faire les comptes. Ah non, mais multi-milliardaire. Il serait passé dans les fortunes mondiales tout de suite. Mais il en a jamais touché un. Et les gens se sont dit, oui, il le touchera quand ce sera $1 le bitcoin, il les prendra, c'est sûr. 5 $ le bitcoin, il les prendra. 100, 1000, 5000, 20 000, 70 000. Enfin, je sais pas, mais à un moment, s'il avait prévu de prendre du pognon, il faudrait qu'il le fasse avant de mourir quand même. Mais non, c'est ça qui est beau parce que non seulement c'est quelque chose de très technologique, en plus qui est porteur de très bonnes valeurs. On a créé la confiance, on l'a incarné dans une technologie. Et le mec qui a créé ça, il a posé ça là, comme on dit en mode écoutez, je pose ça là, regardez tout ce qu'on peut faire. Bonne journée. Au revoir. Mic drop. C'est exactement. Il a lâché le micro et il est parti. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. De là, rapidement, c'est quoi une blockchain ? Pourquoi ça peut représenter par la technologie la confiance ? Comment est-ce que ça matérialise ? Vraiment en deux mots. Alors, pour faire très très simple, je vais te donner un exemple très bête. Alors, je vais devoir imager et vulgariser à mort parce que je ne peux pas t'expliquer la blockchain en 10 secondes comme ça. Mais imagine un livre posé devant nous deux et on écrit tout ce qui se passe. On écrit comment je suis habillé, comment tu es habillé, comment tu te tiens, tout ce qui se passe. Si je déplace ce mug de droite à gauche, on écrit Owen, après le mug, il a déplacé de telle coordonnée à telle coordonnée, etc. Si quelqu'un arrive dans la pièce
et qui consulte la blockchain, donc ce registre, eh bien, il va non seulement savoir qui nous sommes, mais il va également tout comprendre, tous les déplacements, qui, à quoi, comment, pourquoi, et donc l'historique. Et c'est exactement ce qui se fait sur Bitcoin. On dit que Bitcoin est une technologie de stockage. C'est vrai, ça stocke de l'information. Mais les gens, ils disent comment, avec une technologie de stockage, tu peux t'envoyer quelque chose? Enfin, une clé USB, ça ne sert pas à s'envoyer de l'argent. Oui, mais si dans la clé USB, dans la première ligne, on écrit « il y a 100 jetons ». On en a 50 chacun. Si dans la ligne 2, je t'en donne 10, on n'a pas besoin d'écrire. On sait que tu en as 60 et que j'en ai 40. C'est ça, en fait. Et quand on retrace tous les blocs, ce ne sont pas des blocs, hein, ce sont, dans mon exemple de livre, ce sont des pages, et qu'on lit toutes les informations, liées les uns aux autres par une chaîne de temps, en fait, une blockchain, eh bien, on arrive à savoir aujourd'hui qui est où, qui a combien de coins, d'où ils viennent, pourquoi, quand, comment. Et en plus de ça, le livre est totalement immuable. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un livre que tu as dans ton coin et tu peux modifier ton solde quand tout le monde a le dos tourné. Ce livre, tout le monde partage le même. Donc même si quelqu'un modifie son livre à lui, ben, on va dire qu'il n'est pas conforme avec le livre de tous les autres. Parce qu'il y a un système très complexe qui est celui du minage de Bitcoin, qui va venir faire en sorte qu'à chaque fois qu'on écrive une page, on vérifie les précédentes, on choisit au hasard celui qui va écrire une page, histoire de ne jamais pouvoir le prévoir, et on va faire en sorte que ce registre global soit unique et totalement inviolable. Et c'est ce qui fait que même si c'est un simple registre sur Internet, si j'ai un Bitcoin sur une adresse, personne ne peut me le prendre. Personne. Et c'est donc d'autres personnes qui vont valider la transaction. C'est ça. Un autre ordinateur, en réalité un mineur de crypto-monnaie, c'est un ordinateur qui fait des calculs toute la journée et qui va sécuriser le réseau. Ça, on ferme la parenthèse. Belle présentation pour ce qui est blockchain. La suite. Donc toi, on reprend sur toi. On va faire des petites ellipses temporelles. Là, tu te dis donc fin de l'école, c'est ça que je prends une claque, Bitcoin. Je trouve c'est dingue. Je ne trouve pas de faille a priori. Enfin, je trouve pas de faille, ou en tout cas, moralement, il y avait un truc qui me dépassait. Je me suis dit, waouh, quelle est la limite de ce truc? Imaginons tout ce qu'on peut faire avec. Pas que s'envoyer des bitcoins, en fait. Ok. Et bon, là, on va dire n'importe qui peut se dire, ok, c'est cool. Toi, tu te dis, là, faut que j'en parle, faut que je crée du contenu. C'est ça. En fait, j'étais tellement frustré d'avoir l'impression d'être tout seul. Il y avait quelques personnes, hein. Il y avait le Cercle du Coin, bitcoin.fr, mais c'était très jeune. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que du contenu en anglais, c'était dur. Et donc, je me sentais tellement seul que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, Hasher. D'ailleurs, un mineur de crypto-monnaie, on dit qu'il a une puissance de hash rate. Ça vient de là, Hasher. Je crée Hasher, c'est évidemment pas pris. Et là, je commence à en parler. Évidemment, je fais des erreurs, mais le peu de gens intéressés me corrigent. Du coup, j'améliore mes compétences, mon contenu. Je finis par me trouver une petite communauté. Et avec 400-500 personnes, je suis plus tout seul. Et là, j'en parlais plus parce que je me sentais seul au début, mais là, je disais aux gens, allez-y, on y va. Je suis le seul à voir que c'est l'avenir, ce truc. Ou oui, mais regarde, depuis 2009, ça existe, le truc, il virevolte, ça décolle pas. J'attendais 2013 quand même, puis en fait, ça décolle pas parce qu'il manque des usages, si, là. Et là, il y a l'arrivée Ethereum, une autre blockchain. En gros, pour faire très simple, si Bitcoin, c'est le moteur à essence, d'accord, en disant, regardez ce que l'on peut faire avec de l'essence. Ether, c'est... oui, mais attendez, il y a les moteurs électriques, il y a les moteurs à eau, on peut faire des avions, des bateaux, des voitures, Bitcoin, c'était la preuve que tout était possible. Maintenant, utilisons l'essence pour faire des milliers de trucs, en gros, hein, pour vulgariser, pour donner une image que tout le monde peut comprendre. Et donc là, on commence à voir quelques usages, on commence à voir quelques trucs, et là, ça va très très vite. Et mes abonnés gagnent beaucoup, beaucoup d'argent d'un coup. Parce que j'avais du coup peut-être 4-5 000 abonnés à ce moment-là, fin 2018. Tout décolle très violemment. Fin 2017, j'ai fin 2017 en tête, l'Ether passe à... je dis aux gens d'en acheter quand il était à 1,50 €. Et il monte à 75 €, donc j'ai des abonnés qui avaient mis 10 000 balles et qui m'appellent en mode « Mec, c'est quand ta prochaine vidéo ?» Moi, j'étais là en mode « Je suis étudiant, j'avais mis 50 €. J'ai la haine un peu. Pourquoi vous plus que moi ?» Et du coup, bref, je commence à avancer avec ma communauté. Et là, ça accélère très très fort. Il y a un abonné qui me dit « Mais c'est quoi un mineur de crypto-monnaie ?» Et là, tout part de là pour l'entreprise qu'il y a derrière. Et là, je me dis, un mineur de crypto-monnaie, je vais regarder, c'est un ordinateur qui sécurise le réseau. Plus l'ordinateur est puissant, plus il sécurise de transactions, plus il a de commissions. J'essaye d'en monter un, je choisis la carte graphique, je fais la machine, je mets le logiciel dedans. Windows, ça marche pas. Linux, je connaissais pas. J'appelle mon frère qui, lui, est plus tech que moi. Il sort d'Epitech. On monte un ordinateur et je fais une vidéo pour dire, voilà, c'est un mineur de crypto-monnaie. On va appeler ça Bob pour que ce soit plus simple. Parce que Bob consomme 1 € par jour d'électricité et rapporte 1 Ether par jour, donc 3 € par jour. C'est rentable. Et là, il y a un abonné qui me sort mon business model. Et qui me sort... C'est dingue parce que moi, j'ai les moyens d'acheter la machine.
Je trouve que c'est rentable, j'aimerais bien investir. J'ai de l'électricité pas chère chez moi, puis je peux le faire tourner. Par contre, c'est trop complexe. Toute la démarche que tu as fait de monter l'ordi, logiciel, le connecter à la blockchain, changer contre des euros, c'est trop complexe. C'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui ait fait un ordinateur. Tu le reçois chez toi, tu le branches à Internet, à l'électricité, tu appuies sur Start et just mining en fait. Et boum. Et là, j'ai arrêté de dormir totalement. J'avais les yeux ouverts comme ça. J'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais les études. Mes parents voulaient me tuer. Je me cachais chez mon frère. Et là, c'est parti en vrille totale, complète, très très vite, très très fort. Tu crées donc cette machine C'est ça. et tu l'envoies à tes abonnés, enfin clients. Alors au début, on cherche une banque, dit refus bancaire. On essaye de passer par Kickstarter, trop financier. On passe par Indiegogo, ils nous disent oui. J'en vends 15 000 euros en une semaine. Donc la preuve qu'il y avait une demande en utilisant ma petite chaîne YouTube. C'était combien à l'époque, donc finalement ce petit pack ordinateur 1700 euros, le premier PC qu'on vendait. D'ailleurs, ce petit PC à 1700 euros, si on l'avait acheté à l'époque, il serait mort dans les 6 derniers mois. Parce que l'ordi a quand même une durée de vie et il aurait rapporté entre 10 à 20 000 euros pièce. C'était un bon pari, quoi. Et on n'en était pas sûr au début, quand même. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Indiegogo nous refuse aussi, trop financier, et rembourse nos clients. J'allais abandonner, mon frère me dit... Là, tu vas très vite sur l'histoire. Donc là, Ah ouais, c'est vrai. Donc là, tu te dis, on a trouvé un truc exceptionnel. Ouais. Un espèce de product market fit. On nous le demande, on sait le faire. Tu vas faire mais là, il faut en dette bancaire, ils te disent non. Ce qui est dingue, parce que même pas en dette bancaire. Pour avoir un compte bancaire, ils disent non. J'ai pas fini ma barbe, j'ai 20 balais, je leur dis que je vais créer du bitcoin avec des machines et il me faut un compte. Non. Du coup, c'est pas ça qu'il faut leur dire. Je vends des ordinateurs. Ça, mon frère me dit, si on passe par des campagnes de crowdfunding, donc un Indiegogo ou un Kickstarter, avec de l'argent, ils vont nous ouvrir un compte. Ça va. Ouais, on a une communauté. C'est ça, parce que là, ils te croient pas sur le modèle, parce que t'es pas crédible. Avec 100 000 euros, tu serais crédible. Kickstarter, non, trop financier. C'est-à-dire trop financier, on comprend pas, non, ça nous intéresse pas. Ok, je peux pas. Indiegogo nous disent oui. On démarre. Je mets Bob 1, Bob 2, Bob 3, le Bob avec une carte graphique, 2 cartes graphiques, le méga Bob, super fort. Ah oui, on a été très simple au début. Simple Bob, double Bob, méga Bob. Le Bob qui est donc cette machine. La machine, c'est ça. Et du coup, mon frère me dit, écoute, si toi t'arrives à le vendre, moi j'arrive à le faire. Il m'en fait un qui marche. Je me dis, c'est parti, on va en pré-vendre du coup. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Indiegogo, ça démarre. En une journée, 15 000 euros de prévente. Là, je commence à me sentir décoller. Et cette sensation, est-ce que c'est pas un peu la même... Enfin, elle peut ressembler à celle que tu as eue, tu sais, quand tu hack le game de Winamax, par exemple. C'est la même vibe. Tu vois, c'est la même vibe, sauf que... J'ai craqué un truc, sauf que là, tu l'as vraiment Alors, craqué. c'est vrai, sauf que là, c'était un... En fait, c'est même pas la même vibe du j'ai craqué, j'ai hacké, j'ai réussi. C'est plus un putain, ça marche. J'étais pas fou. Le truc que j'avais vu, j'étais pas juste un fou furieux. C'est ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu une idée, on m'a dit que t'es un fou furieux. Craquer, c'est craquer le marché. C'est ça, ouais, exactement. On me dit non depuis le début, mais là, j'ai un petit truc, quelqu'un me dit oui. Ouais. C'est un signal faible. Je suis totalement d'accord, c'est ça. Donc là, ok, cette sensation de win. Et de te voir que, ok, t'étais pas juste en avance de phase sur un faux signal, en fait. C'était vrai, il y avait un truc à aller chercher là. Et donc là, super bien. Première campagne, je me dis, j'ai une semaine de campagne, je vais faire plus de 100K. Le lendemain matin, je me lève, Indiegogo avec cancel la campagne, rembourser tout le monde parce que après revue de votre dossier, ça ne nous concerne pas, c'est trop financier. Et ils ont remboursé tout le monde. Là, mon monde s'effondre en mode ok, donc non seulement ma vibe était bonne, mais techniquement, on m'a interdit de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère me dit, on n'abandonne pas là, on va tricher, frangin. J'ai ouvert un site internet, j'ai mis mon RIB. Toi, à ce moment-là, non, déjà, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, c'est bon, là, c'est trop. On a essayé là, ils veulent pas de nous. On a essayé, ils veulent pas de nous. Là, on réussit, ils veulent toujours pas de nous. On arrête? À ce moment-là, je suis quand même dans un truc en mode je tuerai tous les intermédiaires de ce monde. J'ai la haine. Tu sais, t'as l'impression que dès que tu sors la tête de l'eau, t'as trouvé de l'air. Enfin, il y a quelqu'un qui te met le pied sur la tête. Alors lui, si je le retrouve. Bref. Et là, mon frangin me dit non, on n'abandonne pas, on triche. Non. Là, on a validé le truc. Je me suis foutu de ta gueule quand t'as dit que tu vendrais de l'argent. T'as fait 15 000 balles sur une journée alors que moi, j'ai galéré à faire ma levée. Là, frangin, coûte que coûte, on va au bout, on casse les murs. Rien à foutre. Et là, mon frère me gonfle à bloc, 4 ans de plus que moi, c'est mon frangin. Il me dit, écoute, chez moi, il y a des steaks hachés, il y a des pâtes, on peut vivre un an, on s'enferme. Lui, il a sa boîte à côté, donc il se versait un petit salaire. Il me dit, écoute, là, globalement, on n'a plus qu'une seule raison de vivre, ça va marcher. Hein. Et puis là, moi, ni une ni deux, mes études, tout dans la bagnole, j'arrête. Alors, je quitte les decks alors que ça coûtait 10 000 euros par an. Mes parents, ils étaient bleus. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer.
J'arrive chez mon frangin, et là on reprend, et du coup on fait un site internet, et puis je mets mon RIB, tout simplement, et un module de don PayPal, en disant je vous jure que si vous m'envoyez de l'argent, je vais vous faire une machine, je vais monter une boîte et je vais vous livrer. Franchement, ça ressemblait à une arnaque. J'ai vu des arnaques mieux ficelées que ça. Vraiment. Mais j'avais ma commu. Et les gens qui ont suivi l'histoire, ceux qui ont eu le track record, les gens qui m'ont suivi, qui ont su que ça marchait pas sur Kickstarter, qui ont vu Indiegogo ça décolle et on m'enlève mon rêve, et donc j'avais ces mecs qui y croyaient. Je mets mon site, 130 000 balles en 3 semaines. Et là, on a une banque qui se tourne et qui dit « Ouais, bon, ça va le faire, on va vous ouvrir un compte. » Et là, c'était parti. Je tombe justement sur cet entrepreneur qui dit « Attends, tu viens à Metz, tu dois livrer tes machines, tu as 130 000 balles de prod à faire pour dans 3 mois, tu n'imagines pas la merde dans laquelle tu es. Comptable, avocat, cabis, je vais m'occuper de ça pour toi. Viens à Metz et commence à mettre des vis dans des bécanes, garçon, parce que ça va aller très fort là. » Et là, j'appelle mon tout premier associé, en plus d'être mon frère, qui m'a aidé avec quelques associés à lui de sa boîte, Vivoca, qui m'ont fait un site, etc. Mon premier associé perso que je fais venir moi, Laurent Gradiani, qui lui vient de Santa Maria Poggio aussi. Et je lui dis, écoute, il me fait, ouais, moi je sais monter des PC, mais c'est tout, tu sais, j'ai à peine le bac, j'ai rien d'autre et tout. Je fais, non, là, il me faut une personne de confiance, qui a la tête bien faite et qui a envie d'apprendre parce qu'on sait rien. Moi non plus, je sais rien. Là, ce qu'on va vivre, il va falloir qu'on s'accroche, qu'on soit capable d'avoir envie d'apprendre très, très fort parce que ça va être violent. Et pareil, il met tout dans sa petite voiture, il prend Bastia-Toulon et il traverse toute la France pour aller à Metz, s'enfermer dans une cave, dans un endroit industriel à Florange, au fin fond de Metz. Et on a commencé à faire des machines. Simple. Vous avez tout livré? On a tout livré avec 3 jours de retard. Magnifique. Ouais, en fait, on a expédié les bécanes au bout de 3 mois, mais tout livré avec une machine sur 5 cassée parce que DHL, il joue au football, mais ça, c'est autre chose. Tu les renvoies quand même à ce moment-là ou Je les renvoie, mais du coup, tu découvres que tu as perdu ta marge, tu n'avais pas d'assurance, donc tu perds sur des premières livraisons. Mais tu découvres tout ça. Import, export. Le truc, c'est qu'on avait tellement d'entrées, c'est qu'on livre les 130 000 premiers euros de machine, on remet une nouvelle vente, une nouvelle salve de machine, on revend la deuxième salve tout de suite. Et donc là, je comprends que j'ai qu'une seule vraie corde et une seule vraie ceinture de sécurité, la demande. La brèche qu'on avait bien vue. Tout le reste, il faut le cadrer. Et cette fois-ci, c'est une entreprise. Cette fois-ci, on rigole plus. Là, on parle de gros sous. Donc là, pas de limite morale. Ça doit être cadré. On ne doit pas tricher et on doit faire ça en bonne et due forme. Pendant 2017 dans la crypto, fallait avoir envie. Pendant ce temps-là, toi, tu continues à créer du contenu parce que il y a aussi ça qui compte fort. On se rend pas compte que et qui me drive. Ça me tire vers l'avant. Ça, je raconte mon histoire à l'époque. Ces vidéos-là sont plus en ligne, mais elles sont là. Tu commences par où? Là, si tu avais aujourd'hui 20 ans. Et tu as envie de... Peu importe le projet. Tu sais que finalement, cette histoire ressemble à pas mal d'autres en termes de... J'ai commencé à créer du contenu, à raconter mon histoire, à raconter ce que j'avais appris, ce que je croyais, et après, j'ai pu monter une boîte. Toi, tu commencerais par où si le truc qui vous plaît. Parce qu'en fait, moi, ce qui fait que j'ai eu une énergie de malade et que j'ai été au bout et que quand je me suis cassé la gueule, j'ai recommencé, c'est parce que là, j'ai parlé que des petits succès, des petites histoires drôles. Mais en vrai, j'ai monté 4 serveurs de jeu, je me suis cassé la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. C'est toujours pareil, en fait. Pour moi, c'était un jeu. Il y avait pas de... C'était un score, en fait. On parle pas d'argent. On parle d'avoir un score et tu dois faire un max de points. Il faut trouver l'endroit où c'est un jeu, où ça devient un plaisir. Parce que si c'est pas un jeu, on s'épuise. Non, s'épuiser, c'est normal. S'user, c'est pas normal. Quand c'est un jeu... Si j'avais été payé pour jouer à World of Warcraft, je serais encore plus riche aujourd'hui. C'est ça le truc, parce que c'est pas un effort à fournir, c'est cool. C'est un plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a certains qui... je dis que j'ai jamais travaillé autant qu'aujourd'hui, mais j'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie. C'est un plaisir. Alors il y a des trucs chiants dans le plaisir, tout comme dans toute discipline. À un moment, il y a les trucs chiants qui vont avec le plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ça me régalait, et que j'étais toujours dans mon domaine, j'avais eu une idée, j'allais au bout du truc, c'était une aventure, je me suis toujours senti comme un pirate sur son bateau, et non pas comme quelqu'un qui se lève pour aller travailler et générer un profit à l'issue de son travail. Non. Il faut apprendre à aimer le chemin. Mais c'est exactement ça. Aimer le process surtout. Comme les sportifs, oui, ils ont la médaille olympique en tête, mais ce qu'ils aiment et ce qu'ils apprécient, c'est ce qu'ils font tous les jours, c'est de se lever et d'aller faire tes 45 allers-retours de piscine. Tout à fait. Tes pompes, 45 allers-retours. C'est paradoxal parce que c'est uniquement si tu aimes le chemin et que tu ne vises pas uniquement le résultat que tu auras un bon résultat. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est le résultat qui peut te motiver. C'est vrai. Ah oui. Et puis c'est ça. Puis après, il y a plein de choses qu'on découvre en tant que jeune entrepreneur. Tu as ton ego aussi. Ton ego, soit c'est une brique aussi que tu tires derrière toi parce que tu dois te venger, tu as un truc à prouver, c'est pas bien. Soit au contraire, ton ego, tu l'utilises en moteur. Ah ouais, vous avez dit que c'était nul. Ah ouais, vous avez dit que je serais pas capable. Ben, je vais vous le prouver.
Là, c'est le maître en moteur. Mais c'est toutes ces petites choses que l'on apprend. Et pour le coup, moi, je l'ai appris sur le tas. Enfin, je suis encore un gosse aujourd'hui. Imagine à l'époque. Et je me souviens de postulats que j'avais. J'aimerais pas avoir à les prononcer aujourd'hui. Donc non. Tu fais quelle différence entre plaisir, jeu et souffrance? Je vais tout de suite... Alors là, c'est très dur quand même. Je Parce vais que tout c'est de trois... suite détailler un peu mieux la question. Plaisir, jeu C'est, et si on reprend donc, la clé pour créer, pour avancer, pour entreprendre, c'est de prendre du plaisir à se lever le matin et à aller travailler, entre guillemets, sans que ça soit du travail. Ouais. Stephen King le dit aussi, pour écrire, il a écrit je ne sais plus combien, 200, 300 bouquins, c'est un des auteurs les plus prolifiques et les plus lus au monde. Il dit en fait, à partir du moment où ça commence à ressembler à du travail, tu commences à te lever, à te dire il faut que j'aille travailler ou il faut que j'aille écrire, t'arrêtes tout de suite. Il faut que ce soit du plaisir. Mais en même temps, il y a un moment de souffrance qu'il faut dépasser. Tu vois, un marathonien va te dire j'adore ça, mais je souffre. Ouais. Michael Phelps, tous les grands champions vont dire j'adore. En fait, je prends du plaisir, pas dans la souffrance, mais au-delà de ça. Parce que c'est quand tu comprends qu'en fait, Dans c'est une l'inconfort, étape. tu vois. Ouais. Bah, après, moi, j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire que mes parents m'ont encouragé à me casser la gueule. En mode, t'as envie de savoir si tu peux monter là-haut? Bah, au lieu d'étudier, essaye de grimper. Tu vas te casser la gueule, ça te fera mal. Bah, la prochaine fois, tu feras différemment. Ils ont toujours été comme ça. Et donc là, c'est un truc où mes parents m'impressionnent vraiment sur ça parce que on n'a jamais manqué de rien, mais on a toujours eu la dalle. C'est un truc de fou. Et donc, ils nous ont laissé essayer, incrémenter, apprendre, bidouiller. Et c'est ce qui m'a rendu comme ça, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a le moment où tu as l'effort du « Ah, j'ai envie de vendre des bécanes, j'ai envie que ça marche, on a réussi à vendre 130 000 euros de machine. » Là, maintenant, tu vas te lever le samedi et le dimanche et tu vas aller foutre des vis dans un ordinateur. Et l'ordinateur, il va arriver cassé. Et quand l'ordinateur, il sera cassé, il faudra le réparer. Puis après, tu as le client qui est pas content parce qu'il a attendu 3 mois sa machine. Tu l'as faite avec amour, sa machine. Mais elle est arrivée chez lui pliée en deux. Alors le mec te déteste à mort et c'est pas ta faute. Mais c'est pas grave, tu vas lui en refaire une et tu vas lui dire pardon au téléphone. Là, tu souffres. Mais ça fait partie du jeu. C'est une étape. C'est tout. Et en fait, il faut le comprendre. Ça fait partie de ça. Mais c'est comme tout. Ça peut pas tout le temps être du plaisir non plus. Non, c'est impossible. Enfin, oui, on trouverait toujours une exception qui fait que sur un mini-truc. Mais en réalité, si tu as vraiment envie d'apprendre de par l'expérience, non. Parce que pareil, moi, je me remets toujours. À un moment, c'était du plaisir, ça tournait bien, c'était rentable. Du coup, j'ai voulu step up, recruter, monter d'autres équipes. Boom. Puis ensuite, monter d'autres boîtes. On a monté 7 boîtes dans la crypto. Puis ensuite, il y a eu la régulation. Donc, il nous a fallu, pas une licence, mais un enregistrement vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers. Là, pareil, on s'est dit, on va mourir, on l'aura jamais, on va fermer. Non, on l'a fait. Mais c'est toujours des étapes, c'est toujours plus dur, c'est toujours plus ci, c'est toujours plus là, en fait. Mais tu es quand même drivé par 2 choses. Ta conviction de base, la blockchain va changer le monde, et je veux mettre des solutions très complexes entre les mains des gens grâce à des outils très simples à utiliser. Le minage, c'est complexe, mais avec Bob, clic droit, clic gauche, vous minez. Les masternodes, le stacking, le lending, c'est très complexe. Chez nous, connexion, validation d'identité, carte bleue, investir. C'était le concept. Donc on était toujours drivé par cette conviction. Et ensuite, cette énergie de j'ai fait venir mes potes, ça grossit, on est 5, on est 10, on est 12. Aujourd'hui, on est 90 sur toutes nos boîtes. Et c'est un truc où on se régale. On a des boîtes dans l'agroalimentaire, alors que ça n'a rien à voir avec nous. Mais le mec que j'ai eu en face de moi, il m'a parlé de son four à triple cuisson, avec la même énergie que moi quand je parle de la blockchain, et je me suis dit, alors toi, quitte à finir dans la merde avec toi, on va y aller maintenant. Et en fait, c'est ça. Les gens choisissent l'équipe parfaite pour réussir et pour rayer le parquet, alors qu'il ne faut pas choisir l'équipe parfaite pour réussir. Il faut choisir l'équipe parfaite pour être dans la merde. Parce que vous serez dans la merde, et quand tout va mal, et que vous vous regardez autour de la table, et qu'il y en a un qui esquisse un sourire en disant, bon les gars, c'est pour ça qu'on avait signé, non, à la base. Eh bien là, tu as l'énergie qu'il faut. Et là, tu te retrouves à tout le monde donner, parce que même si tu t'engueules avec les autres, tu t'engueules pour aller dans la même direction. Et là, mine de rien, quand tu es au pied du mur, tu développes une puissance, une force que très peu de gens utilisent souvent, parce qu'on l'a oublié ça. Et puis surtout, nous, on est dans un pays développé, on est en sécurité, ça va, tranquille, pépouze, chill. Est-ce qu'on travaille 35 heures ou est-ce qu'on fait moins? Parce que c'est beaucoup. Il y a des gens, ils crèvent la dalle, il y a des gens, ils sont en danger, il y a des gens, ça craint pour eux. Alors que si toi, volontairement... C'est un instinct naturel et sauvage qu'on a tous au fond de nous. C'est ça. Il faut aller à sa limite pour comprendre déjà qu'elle est là. Et elle est très loin. Déjà, on ne se rend pas compte qu'elle est aussi loin. On ne se rend pas compte qu'elle est très loin. Et le fait de toujours pousser sa limite, ça permet de la dépasser à chaque fois un peu plus. 1% de plus, 1% de plus, 1% de plus. Au bout de 1, 2, 5 ans, c'est exceptionnel la différence. Eh ben, c'est ça qui nous plaît. Il y en a certains qui disent qu'on veut garder notre rythme, mais non, on veut garder notre croissance. Et en réalité, on a atteint nos objectifs financiers depuis très longtemps. Mais si on garde ce bateau de pirate aujourd'hui, c'est parce qu'on se sent grandir. On a l'impression qu'en 1 an à jouer ce jeu, hyper connecté partout, à tout développer,
à faire de la RH, à faire de la tech, à faire du business, à faire du... En fait, on mûrit très vite. Et c'est ça qu'on veut garder. C'est ce chemin-là, parce que j'ai conscience qu'en 3-4 ans, j'ai pris beaucoup, beaucoup plus. Et j'ai ouvert mon esprit bien plus que si j'étais resté dans le chemin traditionnel. Je veux continuer à avancer dans ce chemin. Et quand on souffre trop et trop loin et qu'on ne se pousse pas assez, on peut finir en burn-out. T'as déjà fait, toi, un burn-out? Non. Jamais de passage à vide? J'ai eu des passages qui étaient très, très durs. J'ai eu des moments qui étaient très compliqués. T'entends quoi par... Je me réveillais en pleurant sans raison. Je vomissais. J'ai une tache qui a gonflé dans l'œil. Il y avait un moment où j'avais l'impression qu'il y avait que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Je commençais à détester tous les êtres humains que je croisais. Mais On peut appeler ça un petit... Après, peut-être que le mot burn-out est un peu galvaudé, parce que ça veut pas dire grand-chose. Mais une Ouais. démotivation profonde, en fait, tu te doutes. Pour c'était moi, le pas une burn-out démotivation, c'était de la l'entrepreneur, haine. C'était pas une démotivation. Elle a toujours été là, la motivation. Ok. C'est ça. Quand Est-ce on me que donne t'as la déjà définition douté du burn-out. profondément? Ça va un peu avec le fait de la haine, mais la haine de quoi ou... Jamais suffisamment parce que je suis capable de prendre des décisions clivantes. Et le jour où j'ai une certitude absolue que ce n'est pas la bonne direction, moi je peux tout foutre en l'air. Mais je pense que je le verrai venir. Parce que c'est un truc où j'ai toujours été très rude et surtout avec mon frère, on se donne des échelles de temps. On se dit, on n'a pas le droit de construire dans un monde où demain tu peux te lever et tout foutre en l'air. Puis tu peux pas fédérer des gens comme ça. Tu peux pas fédérer une équipe en leur disant, écoutez, moi demain, si je me rends mon café, je me rends compte que je suis pas heureux, je me casse. Ça va pas. Alors on se donne des objectifs. On réaligne tout le monde, toujours nos associés, nos employés, nos collaborateurs. Et on se dit, écoutez, on se redonne des cycles, mais on se met un cycle de 3-4 ans. Pendant 3-4 ans, ça va être dur, on se challenge, on peut réussir, on peut se rater. Mais dans 3-4 ans, on se remet autour de la table et là, on se redit, OK, on relance un cycle. Ou dans ce cycle de 3-4 ans, on clôture, on revend et on va sur autre chose. Et donc, on se contraint nous-mêmes, selon nos objectifs, mais on en voit toujours le bout du tunnel. Parce qu'on sait, quoi qu'il arrive, qu'à ce point de check-up, on aura le droit de sortir. On aura le droit de prendre la respiration. On aura le droit de dire, on arrête ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit avec mon frère. En 2026, à peu près, à partir de là, on va commencer à arrêter tout ce qui n'est plus plaisir. Notamment de l'opérationnel bien chiant, des nuits blanches à répétition sur des semaines entières, des gros problèmes qu'on doit gérer partout parce que tu es au four et au moulin quand tu es entrepreneur. Ton job en tant qu'entrepreneur, c'est faire en sorte que tout se passe bien. Donc si demain, le seul problème de ta boîte, c'est la photocopie, il faut que tu t'occupes de la photocopie. C'est ton job, tout doit bien se passer. Tu gères évidemment les tâches les plus pertinentes, mais tu as compris l'idée. En tant que CEO, on dit que tu es le bouche-trou. Tu bouges tous les trous. Là, peu importe dans l'équipe, dans les process, dès qu'il manque quelque chose, c'est évidemment toi qui mets même à fixer la tringle. Hein. Si ça tombe là tout à l'heure, Surtout que si c'est la tâche de personne de fixer la tringle, eh bien, il faut quand même quelqu'un qui la fixe. C'est ça. Et certains me disent, oui, mais t'as pas... Moi, si demain, on a Elon Musk qui vient, je lui fais le café. Tous les jours, je lui fais le café. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est qu'on avance tous. Et s'il a compris l'objectif global de la boîte, il va la pousser plus vite que moi. Donc non, c'est ça le truc. Et du coup, composer un petit peu avec tout ça, tout en s'amusant toujours. Parce que certes, on a le droit de s'épuiser, mais pas de s'user. Parce que quand tu t'uses, à un moment, ça casse. Et ensuite, même quand on n'est plus bien, même quand on est à bout, on se dit, OK, mais il y a un cycle. On sait que dans 3 ans, on a un point de check-up. On peut se reposer les bonnes questions et dire aux autres, sans aucune gêne, les gars, je sors. Parce que le problème, c'est le commitment, en fait. Le problème, c'est que tu es dans un truc qui t'emporte, tu peux plus faire demi-tour. Tu es bloqué, il y a tes boîtes, il y a ton rythme, il y a l'influence que tu as développée, t'es bloqué. Non, t'es jamais bloqué. Si à un moment, tu sens que tu vas péter, tu lèves les mains, tu dis, attendez. Tout de suite. Parce que sinon, je pense que quand tu perds ça de vue, tu peux vraiment décocher. Et aussi, il y a le truc que, j'ai 24 ans, c'est quand même le moment de tirer fort. Et moi, j'ai des potes qui font 5 soirées par semaine à se mettre la tête à l'envers. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils survivent? Ils me disent, mais toi, comment est-ce que tu survis? Je fais, c'est bon, on continue tous les deux notre chemin. Ça va très bien. Mais du coup, toi, tu sors pas? Ça se passe comment? Tu sors un très peu? Très peu. La vie perso, c'est un peu... c'est compliqué pour les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs, athlètes, non, je connais pas ça. Mais non, c'est très compliqué. Pas le temps. Pas le temps, mais globalement, dès qu'on va avoir un after-work, où je sais que c'est un cercle réduit, ou entre nous, il va y avoir quand même des trucs qui vont se créer en interne. Les gars, jeudi soir, on sort, on va s'en mettre une bonne, parce que, non, Owen, si on le fait pas, on le fera jamais. Et puis du coup, tu dis, ouais, mais non, bon, allez, je passe vous rejoindre pour une bière, 2, puis tu finis à 5h, tu dis, bon, ok les gars, demain, on commence à 11. On commence à 11, et c'est important de se rappeler qu'on est des êtres humains. Finalement, j'arrive à 14h, moi. Il m'est arrivé un truc de fou. Je peux pas prendre la voiture encore. Non, c'est ça. Donc, on essaye de se le rappeler, mais d'un côté, on a quand même des responsabilités qui font que ça doit être occasionnel. Mais il y a quand même ce monstre de 24 ans dans lequel je me bats dans ma tête, et des fois, je suis là, je me lève un samedi, il est 10h, et je culpabilise d'avoir dormi trop, parce que j'aurais pu bosser. T'aurais pu faire quoi? Aller plus
Une pierre de plus, ouais, une pierre de plus. sur l'édifice. Une case de plus dans la to-do. Tu fais comment pour déculpabiliser justement? Maintenant, Est-ce qu'il n'y a pas un chemin alors, justement, avant, j'y arrivais pas. Il m'est arrivé un truc un peu chaud il y a quelques mois, mais j'en parlerai. Mais enfin, il y a un mec qui est arrivé chez moi avec un fusil dans mon salon en mode bonjour, la crypto, c'est par là, quoi. Et depuis ce moment-là, des fois, il y a des trucs importants. Donc, tu t'es fait braquer, clairement, Ouais. dans ton salon. Dans mon salon, le mec a trouvé mon adresse. Salut, bonjour. Ouais. Ok. Et là, je me suis dit, ok, par contre, j'ai pas vécu tout ça pour que ça se termine par une balle et que ce soit. Là, j'aurais été triste. Hein. Enfin, j'aurais été triste, non. Pour le coup, moi, j'aurais pas souffert. Mais ouais, là, j'aurais vraiment vécu une vie où j'aurais fait beaucoup trop d'efforts pour ne pas profiter du truc. Et il s'est passé quoi? Le déclic? Non, le déclic, je pense qu'il est clair. Ah non, bah, moi, Il s'est j'ai passé sauté quoi dessus. après? Tu l'as sauté dessus? Ah bah, Santa Maria Po, tu vois. C'est revenu tout de suite. Et non, j'ai sauté sur le gars tout de suite. En fait, il est. Longue histoire, mais en gros, il a monté l'arme jusqu'à moi et je me suis dit, ok, l'arme doit pas arriver ni jusqu'à mon cœur, ni jusqu'à ma tête. Donc, dès que j'ai vu la tranche, moi, j'ai couru sur lui tout de suite et j'ai sauté dessus, quoi. Bon, le mec s'est enfui, j'ai appelé les flics. Pendant 2 nuits, tu dors pas, t'es comme ça. Il y a le pchit qui libère du sang bon dans le salon à chaque fois qu'il est là. Là, pas le malin. Réveil, tu te réveilles la nuit, t'as fait un rêve, t'es pris une balle dans la tête, tu te réveilles comme ça. Ouais, 2 heures de C'est Rick et Morty traumatisant, ça, pour quand pouvoir même, se comme, recoucher. Ouais. Ah ouais, non, c'est chaud. Bon, du coup, moi qui rigolais du yoga, ces conneries bizarres et tout. Exercice de respiration, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai exploré des pistes. On m'a dit, j'ai trouvé ça ridicule, mais quand t'as fait tout le tour de tout, c'est ridicule. J'ai quand même essayé de. Et tu te rends compte qu'il y a des raisons en fait pour qu'il y ait des gens qui utilisent ça. Et bon, là, changement de truc. Et puis maintenant, quand je vois que ça va vraiment pas. Évidemment, quand c'est gravissime, tu fais ton possible, hein, toujours. Hein. Mais des fois, je dis putain, ça c'est important. Allez, je laisse. Je délègue, c'est pas bien fait, c'est comme ça, c'est la vie. À un moment, on peut pas être parfait. En tout cas, moi, je le suis pas, j'en ai conscience. Et puis, je m'en rends compte un peu plus chaque jour. Alors voilà, là, je peux pas tenir. Je suis un être humain quand même. Si j'ai envie d'aller manger mes gambas cet été. Pareil, là, on avait une conférence à Tahiti. 3 jours, on allait se faire 1 jour de vol, 3 jours de conf, 1 jour. Je dis non, les gars, on va à Tahiti 8 jours, les gars. On fait 3 jours de conf, on fait 2 jours de télétravail là-bas, sérieux. Et on se fait 3 jours de Tahiti. Parce qu'il faut vivre, en fait, et on l'a oublié, mais d'un côté, ça me dérange pas. Si j'avais 40 ans, ouais, c'est ça, non, voilà, non seulement je suis content, truc à fond. ensuite, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu 3 vies, honnêtement. Et je ne recommencerai pour rien au monde et je ne ferai rien différemment. Rien. J'achèterai plus de bitcoin, mais rien à part ça. Vraiment. Parce que je suis content du chemin. Tu de m'appeler aussi à ce moment-là, parce que j'achèterai plus de... Si je reviens tout à l'heure, tu m'as dit, si t'avais 20 ans à nouveau, attends, il me parle de mes 20 ans à moi, parce qu'il y a 4 ans, putain, alors là, j'achèterais ça. Mais ouais, non, il y a ça, il y a tout ça, en fait, si tu veux. Et là, ce serait vraiment un truc où... maintenant, je vais commencer à vivre un petit peu plus. J'attends quand même notre prochaine échéance qu'on s'est fixée. T'as raison, hein, t'as le temps encore de profiter. Non, puis en fait, il y a de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat pur plaisir. J'ai envie de lancer des boîtes où l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent. L'objectif, c'est genre une fondation, c'est de développer, c'est d'investir, c'est d'aider, des trucs qui me... Il y a plein de choses qui me rendent heureux et le rendement, c'est pas le truc ultime, en fait. Je m'en suis rendu compte. D'habitude, on a ce genre de... on va dire, de clairvoyance ou de recul, tu sais, après ta première boîte, quand tu as 35, 40 ans, c'est quand même rigolo que toi, à 24, tu sois déjà en train de te dire... Alors, c'est parce qu'on a gagné beaucoup en perso aussi. Je pense que ça vient du profit. Tu as gagné combien? Beaucoup trop. Million, quelques semaines après que le mec soit rentré dans mon appartement, j'évite de le dire, mais beaucoup plus. Ouais. Et la bêtise que j'ai faite, enfin la bêtise non, j'ai voulu fiscaliser en France. C'était très important pour moi de payer de l'impôt. Et donc, je me bats pendant plus d'1 an et demi pour fiscaliser et tout. Le truc, c'est que c'est des gros montants, mais c'est des montants qui sont totalement bloqués. Tu vois ce que je veux dire? Pour libérer les fonds, la moitié sont encore loqués par Investing, qui sont libérés avec une certaine date. L'autre, pour libérer de l'argent, il faut ma signature, plus la signature d'un associé, plus un système de sécurité qui... Les gens pensent que c'est sûr, hein, dans un panier d'osier dans mon salon, tu vois. Alors que bien sûr que non. Et puis, Just Mining, aujourd'hui, gère 500 millions d'euros. Donc, on a des dispositifs de sécurité pour que si un mec arrive avec un fusil au bureau... Ouais, il va réussir à nous voler quelques écrans et peut-être prendre quelques milliers d'euros, mais il aura jamais ce qu'il a en tête, si tu veux, comme si tu vas aujourd'hui voler une banque. Ouais. C'est pareil, la banque, d'ailleurs, tu vois à l'accueil, il n'y a pas de cash ici. Pourquoi est-ce qu'ils te disent ça? Parce qu'il y a des idiots qui pensent encore qu'il y a un gros coffre et t'ouvres une roue énorme et il y a des billets qui volent. Non, c'est fini ça va plus comme ça. Et les gens, du coup, il y a des gens qui ne le savent pas. D'ailleurs, la personne qui m'a braqué, c'était un abonné, hein, puis il m'a envoyé un mail d'excuses dans lequel il termine par « Garde la magie dans ce que tu fais, c'est incroyable ».
La magie. J'en fous de la magie, moi. C'est vraiment- Oh putain. Je te jure. J'ai pas dormi pendant un moment. mais t'as l'air de vraiment, maintenant, aujourd'hui, de l'avoir bien vécu. Enfin, que c'est vraiment du passé. Parce que je pense qu'il y a des gens J'en qui ai vont être très vite traumatisés. parlé, je l'ai très vite Ok. extériorisé, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé les bonnes personnes, je me suis tout de suite ouvert. De toute façon, c'est simple, on était à un gros rythme. Je commençais à plus dormir. Je me faisais une semaine sans dormir comme ça, je pétais les plombs. C'était impossible, le rythme était trop fort. Je ne peux pas faire une semaine sans sommeil. Je suis incapable. J'allais commencer à rater des gros rendez-vous, j'allais commencer à être mal. Et là, le moindre, je me faisais 2 cauchemars par nuit. Quand je me réveillais, il me fallait 2 heures pour me rendormir. Donc je commençais au bout de 2-3 jours à me faire du 2 heures par nuit. Je fais attends, là tu te poses, là t'arrêtes tout, là tu décommandes 3 jours, même si c'est catastrophique, ce sera pire si tu le fais pas. Tu respires, t'en parles et tu dois très très vite évacuer ça. Et le mec s'est rendu. Gros, quand le mec tu sais qu'il est pas dehors, déjà tu rentres chez toi, c'est plus la même chose. Bon, il y en aura d'autres, hein, mais Ouais. lui il est plus dehors. Tu vois, je pensais pas aborder ce point, mais c'est un point hyper clé. Parce que souvent, je demande plutôt comment est-ce que tu commences à créer du contenu, comment est-ce que tu perces en gros. Parce que c'est ça que tout le monde a envie de savoir, c'est ta fréquence de publication, tes process. Tu vois. Comment est-ce que tu décides de quoi tu as envie de discuter. Toi, là, si je te pose cette question, tu dirais quoi, surtout au début? Au début, c'était tous les fondements de base. Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce que le bitcoin? Comment ça marche? Comment ouvrir son portefeuille? C'était très tuto et j'en fais toujours. Tu retransmettais ce que tu apprenais. C'est ça. Aujourd'hui, je fais un tout petit peu d'actu. Bon, c'est ma chaîne secondaire, mon Twitch, hein, toutes les semaines, je traite l'actu, ce qui se passe, et décrypter les messages, ce qui se passe et ce que ça veut dire. Bloc-notes. Le bloc-notes aussi, avec Thibaut, c'est toutes les 2 semaines, c'est pour ceux qui ont 5 minutes et qui n'ont pas le temps de se renseigner, mais qui veulent suivre l'actualité. C'est sur Medium. On le fera peut-être en format podcast un jour. Et ma chaîne YouTube, le plus important, c'est un contenu par semaine, approximativement, entre 4 à 3 contenus par mois. Et là, ça dépend. Soit il y a des gros sujets, soit je reviens sur du tutoriel de base, du fondement. Donc je m'adresse aux plus débutants. Rentrer là-dedans. Qu'est-ce que la DeFi? Comment ça marche concrètement? Et en gros, je me suis rendu compte que tous les gens très très intelligents dans la blockchain n'étaient pas forcément intelligibles. Il y a des gens, ils sont 20 fois plus béton que moi, je te jure. Hein. Par contre, tu les entends parler, tu dis les gars, vous allez... ça donnerait mal à la tête à un Doliprane, votre truc. On comprend rien, les mots sont complexes. Vous utilisez des mots complexes pour expliquer un mot complexe. Alors que le but, c'est pas d'être... Comme je t'ai dit, tu sais, je suis moyen partout. Je suis excellent nulle part. Donc moi, dès qu'on va très très loin, il va me falloir un expert. Par contre, faire comprendre à Madame Michu comment marche un portefeuille crypto, là, je pense avoir le discours. Parce que je l'ai vécu, parce que je connais, parce que j'arrive à imaginer que je parle à T'as ça. développé des frameworks, des templates d'écriture, genre voilà, vraiment concrètement demain tu vas faire une vidéo, est-ce que tu as une structure justement pour aller beaucoup plus vite dans la prod? Alors, pas de template, tu peux pas. Pas dans la crypto, surtout que tu regardes 3 de mes vidéos. Ça n'a rien à voir. Ok. Analyse d'actu, développement, enfin c'est Bah, trop tu peux avoir différent. plusieurs modèles ou plusieurs templates. Hein. Non, le truc c'est que à la base, on me donne une idée, un titre, en mode est-ce que tu parlerais pas de ça? Très vite, j'en parle à quelques associés, est-ce qu'il y a un risque légal, est-ce qu'il y a 2-3 trucs, et je dis oui ou non, l'idée est bonne. Si l'idée est bonne, je demande une base d'infos. Avant, je le faisais moi, maintenant je demande à mon entreprise, tout simplement, enfin la H Consulting, notre société de marketing pour le coup, et ils me font un script. En gros, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce sujet? Et je bouffe les 4-5 pages dans le sujet, je vais faire mes petites recherches perso, je regarde les actuelles et récentes, et ensuite je commence à voir que ça va faire une bonne vidéo quand je rumine. Tu sais, tu prends ta voiture, tu rentres chez toi et tu te vois dire des phrases, Oui, oh là, cette phrase-là est géniale pour dire ça, puis là, il faut leur dire que ça c'est important, ça compte pas, même si tout le monde vous dit Tu sais, je commence à refaire les phrases, jusqu'au moment où je fous mes AirPods, je vais marcher. Et au bout de 30 minutes, je parle, je refais, je fais, puis je prends des notes, tu sais, des 2-3. Là, faut dire ça comme ça et tout. Là, je me rebase sur le script qu'ils m'ont donné. Je dégage la moitié des infos. En gros, le gros pavé de trucs pour expliquer une chose, moi, je mets un tiret, les fondamentaux. Un autre tiret, tu vois, j'ai genre 8 ou 9 tirets sur mon script, tu vois. Et je me dis, ok, là, je suis chaud, je connais le sujet. C'est pas juste, je vais suivre un script où je dois dire ce qu'il y a écrit, parce que sinon, c'est pas naturel. Et là, je lance un show. C'est-à-dire que je sais tout ce que je dois dire et j'ai mon script pour ne pas l'oublier. Mais contrairement à Ton beaucoup script, de c'est gens... toujours quand tes on bullet lit- points. Hein. C'est ça, mes bullet points. Avec tout en tête parce que C'est tu as ça. déjà. En fait, je veux que ce soit en tête parce que je me connais. Si je lis un texte, je suis pas bon. Alors que je pense qu'aujourd'hui, le média, c'est un show. C'est vivant. Tu vois ce que je veux dire? On doit engager son utilisateur. Ça doit bouger, on doit y aller. Tu peux pas juste lire une feuille, c'est barbant, nos profs le faisaient, on les détestait. Pourquoi faire pareil sur YouTube? Et du coup, maintenant que j'ai mes bullet points, je me mets devant la caméra et je leur dis voilà, dans cette vidéo, j'ai ça pour objectif. Je vais essayer de vous parler de ça, et vous allez comprendre ça que vous avez peut-être pas vu avant. Et là, je commence. Et je parle, et le montage, enfin la post-prod va illustrer ou utiliser mon écran quand j'ai besoin d'eux. Et je déroule mon sujet comme si je parlais à mes parents, quoi, finalement. Pour une vidéo de 20 minutes, tu tournes combien de temps? 30, 40? Ouais, c'est ça.
Par contre, le boulot en amont est terrible et ça dépend des sujets. La vidéo Elrond, par exemple, sur une blockchain du coup très tech que je connaissais pas à la base, la vidéo doit faire 30 ou 40 minutes. Il y a un bon 40 heures de boulot, je pense. Au moins. De moi, des équipes de prod, de la tech qui repasse sur le script, on envoie Elrond, les mecs sont pas d'accord, des choses qu'on n'a pas saisies, j'appelle le mec en anglais, il m'explique non, mais en fait, tu vois, le sharding, c'est comme des sidechains qui... Waouh, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et après, il dit non, mais en fait, t'as une blockchain, faut voir ça comme des autoroutes et des routes de campagne. C'est pas rentable de prendre les routes de campagne, mais quand l'autoroute est... Ah, là, tu me parles! Putain, là, tu me parles. T'as utilisé des mots que je connais. C'était dur. Pourquoi t'avais besoin de ton sharding, de tes trucs de... Et du coup, voilà. Et tu finis par... Et puis après, tu finis par connaître les gens puis tu connais des mecs très tech qui sont capables de te faire comprendre et qui connaissent ton niveau. Et donc, ça m'arrive d'envoyer un mec, je connais pas ça, il me fait écoute, aucun souci, 4 minutes, un café, c'est plié ça. Et du coup, je commence à appeler plein de gens. Et puis, je vais me nourrir, en fait, de la richesse intellectuelle de personnes bien plus balèzes que moi sur tout plein de sujets que je vais aborder. J'ai fait ma vidéo sur les assurances décentralisées. J'ai appelé 7 assureurs dans le monde traditionnel, 2 assureurs dans le monde de la finance décentralisée. C'est encore toi qui le fais, ça, ouais. Tu vas encore ça, faire oui, tes recherches. parce que j'ai envie d'apprendre aussi. Parce que si j'ai vraiment envie de le pitcher, soit je lis ce qui m'a été écrit, soit je l'ai compris. Et à ce moment-là, ça me permet de développer également mon bagage à moi. Et pas juste d'être le mec qui lit les bons scripts, mais d'être le mec qui connaît. Quand tu lis le script, tu as l'impression que c'est vraiment la surface. Tu te dis, attends, mais il manque le... Oui, c'est ça, exactement. En fait, j'ai pas compris. Puis en fait, j'arrive dans une situation où je dis ça, et si c'est pas clair, le mec va me poser une question et je sais pas répondre. Non, t'apprends ton truc. Et deuxième question donc, sur la création de contenu, c'est une fois que tu as percé, finalement, ça peut être dangereux parce que tu as du succès. Donc là, tu nous as expliqué quand même un incident. Comment tu fais en sorte de t'en protéger ou que ça arrive plus ou que ça arrive plus de cette façon-là? Là, c'est long. Déjà, bouton de panique. Domicile, bureau. Si ça arrive, tu dois avoir un moyen d'alerter. Sans que ça se voit sur toi, tu dois avoir un moyen d'alerter des forces. C'est obligé. Ensuite, tracker. Si là, je réponds pas pendant 2 jours, il faut qu'on ait un point GPS pour savoir où je suis. Ensuite, des réflexes. Des check-up de base, de la vérification, ce qu'on appelle le dépoussiérage, que t'aies pas de micro chez toi. Ah oui, non, puis c'est lourd. J'ai peut-être été un peu loin aussi, mais ça m'est arrivé une fois, je me suis dit, bon, bah... Je suis pas sûr, je suis pas sûr que t'aies été loin. Non, par contre, tu rentres quand même dans un... En fait, c'est simple, on te dit, il faut être parano, mais il faut pas être parano. Faut pas être parano dans la vie, mais il faut être parano pour pouvoir vivre. Génial. Only the super paranoid survive. Voilà, seulement les paranos. Ils sont géniaux, vos conseils. Et moi, je vis comment avec ça? Non, j'ai déménagé, mon adresse maintenant, elle est nulle part ailleurs, parce que moi, même si j'ai gagné du pognon et tout, je t'ai dit, moi, l'argent, c'est bien sur un compte, ou c'est bien dans la blockchain, ou c'est bien pour réinvestir. Mais moi, je vivais dans un 45 mètres carrés, à Metz. Alors que j'ai gagné des millions, mais je m'en foutais. Enfin, qu'est-ce que je vais m'acheter ma baraque? Oui, je m'étais acheté une jolie voiture avec une de mes boîtes. Mais de toute façon, je fais que travailler, rentrer, dormir, travailler. Pourquoi j'ai besoin d'un gros appart? C'est stupide. Et du coup, j'avais jamais pris le temps de bouger. Le mec, quand il est arrivé, il a dû se dire merde, je me suis trompé. Mais il a dû très clairement se dire merde, je me suis trompé. Parce que je suis là. Mais pourquoi il s'est pas dit ça? Déjà parce que j'ai répondu à l'interphone comme un idiot pour lui dire je suis à tel étage, juste ici, et j'aurai la porte ouverte parce que j'ai le Covid, comme ça on parlera. Quel débile je suis, sérieux. Franchement, j'aurais pas fait plus con. Mais bon. C'est gentil. Non, c'est ça. Puis lui, il est arrivé, nickel, tout ce qu'il fallait. Mais bon, enfin, le truc, c'est que non, tu peux pas être parano, faut te préparer. Ensuite, faut pas avoir peur de ça, parce que sinon tu vis plus. Je me dis, s'il y a un mec qui doit venir et puis arrêter ma vie demain, c'est comme ça, c'est le jeu. Enfin, de toute façon, ça va pas m'empêcher de profiter de ma soirée de ce soir, tu vois. Si je le sais avant, autant je me protège, mais si je le sais pas, c'est comme ça, faut vivre avec. Et ensuite, faut faire en sorte que ce ne soit pas rentable. Le risque que la personne va prendre vis-à-vis de ce qu'elle peut prendre, chez moi, ce ne sera pas rentable. C'est ça, en fait, c'est la sécurité. Tout a une faille, tout. Par contre, si tu dois dépenser 1 milliard pour récupérer 1 million, tu serais bien stupide de le faire. C'est ça qu'on t'apprend dans la sécurité. Une pièce de 1 euro par terre, on va la ramasser. Si tu fais couler une dalle de béton dessus, globalement, quelqu'un peut s'amuser avec un marteau, de péter la dalle et récupérer 1 euro. Personne ne le fera, ça vaut pas le coup. C'est ça la sécurité. Ça ne doit pas être rentable. L'effort fourni ne doit pas être rentable pour ce que tu peux y gagner. Tu fais en sorte que l'effort ne soit pas rentable au risque que les gens vont prendre, tout simplement. Vivons heureux, vivons cachés. Impossible avec moi le métier que je fais. Ou alors il faut que je parte à Dubaï ou comme... bref. Et plus je reste, plus je me dis que en fait, t'es dans un système où c'est social que t'es bloqué en fait. J'ai voulu payer mes impôts ici. Le gros problème, c'était même pas l'impôt qu'on allait me prendre. C'est qu'il y a eu des ping-pong. J'ai dû prendre 3 cabinets d'avocats. C'était pas clair. Le fisc était pas... Enfin, tu vois, c'est le parcours en fait. C'était pas la finalité du je veux pas payer d'impôts. Non. Payer ses impôts en France, c'est un combat dans la crypto-monnaie. Et ils n'ont pas réussi à te dire c'est bon, c'est temps. J'ai fini par rencontrer la bonne personne
qui m'a dit, OK, si tu es en train de te battre pour essayer de faire un truc clean et tu es dans la merde, alors on va pas te laisser là. Et pourtant, c'est quelqu'un du fisc. Comme quoi, mais c'est toujours pareil, tu vois, on a eu 2 contrôles fiscaux. Fiscal? Non, 2 contrôles fiscaux. Oh, bien, j'étais... je sais pas, tu sais. Et du coup, le premier, c'est vraiment un mec qui est venu casser de l'entrepreneur. Il n'est pas venu regarder la fiscalité de ton entreprise. Il est venu péter de l'entrepreneur. J'ai eu la haine. Et la pire image du fisc qu'on pouvait avoir. Genre le mec limite sur le parking et... Tac, il arrive, ouais, va me faire un café, puis on va vous éclater la tronche, quoi. T'as envie de mourir. Et puis, quelques années après, on a un autre contrôle fiscal sur une autre boîte. Le mec vient, tout se passe bien, bon, 120 € d'amende, mais il nous dit c'est normal, hein, le prenez pas mal, c'est juste quelques trucs et tout. Le mec me rappelle pas, il me fait écoute, c'était un contrôle sur facturation. Donc le job, c'était de contrôler votre facturation, rien d'autre. Par contre, j'ai vu passer des trucs, les gars. Si vous prenez un vrai contrôle fiscal, vous êtes mort. Alors samedi, ce que je vous propose, c'est de mon temps libre, je viens, et je vous aide à avoir une fiscalité propre, et je vous fais tous les points qui vont pas, comme ça vous êtes clean, et comme ça vous faites bien votre job et vous payez bien vos impôts. Et là, tu te dis, putain, je détestais le fisc, alors qu'en fait, je détestais juste le bonhomme qui était venu sur le parking, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil. C'est la personne qui t'a donné un goût amer, alors que pas du tout. Ben, c'est ça la vie, en fait. Tu sais, le truc que je te disais tout à l'heure, ça dépend d'où t'es, ça dépend de ton point de vue. Tu peux avoir 2 personnes qui viennent de la même boîte et pas du tout avoir le même souvenir de cette boîte-là. C'est ça qui est dingue. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est toujours pareil. Je suis tombé sur des sales cons, mais je suis aussi tombé sur des gens qui m'ont tendu la main. La France m'a pas toujours aidé, mais il y a aussi des gens qui ont dit non. On aide nos entrepreneurs français, on va au bout. Bon, et c'est pas parce qu'il y a un bonhomme qui est arrivé chez moi qu'il faut que je fuis, quoi. Ouais. Non, ce serait plus simple ailleurs. Ouais, ce serait plus simple ailleurs. Mais là, pour moi, c'est même pas une question de fiscalité. Tu peux toujours dire, ouais, t'es resté ici. Mais c'est de se dire, par contre, on parle de Dubaï, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. C'est où est-ce que je suis en sécurité aussi. Enfin, je reste humain. Ça, c'est vrai. Ah non. Puis il y a le Grand-Duché du Luxembourg qui est très intéressant, qui est à 11 minutes de la maison. On a une boîte là-haut, il y a la Suisse, on a une boîte là-bas aussi, puis la Suisse, quelle tranquillité. Non, mais je sais pas, c'est con à dire, les gens me demandent pourquoi je reste malgré tout ça, mais je sais pas, je suis chez moi, quoi. Il y a pas de... J'ai pas envie d'aller là-bas, je suis à la maison, ici. Non, mais t'as raison, on veut des bons entrepreneurs en France, qui restent en France, qui ont des belles boîtes en France, qui payent des impôts en France, qui emploient en France. C'est hyper important. Et c'est le but. Sans transition, je ferme la parenthèse, mais sans transition directe, parce que je vois que le temps passe. Thèse d'investissement, c'est quoi les valeurs là sur lesquelles qu'il faut pas louper actuellement et celles à absolument éviter? Très honnêtement. Genre, t'as 5000 balles à investir maintenant, tu le mets où? Non, je fais pas de diversification en live comme ça. Non, la réalité, c'est que ça dépend de la personne qui nous écoute. Parce qu'un bon portefeuille pour toi, ce sera pas un bon portefeuille pour moi. Celui qui pense que son cousin a acheté ça, donc il doit acheter ça, c'est une bêtise. On va dire une personne qui a 5000 balles à... Et qui est débutant dans la crypto-monnaie. C'est la réponse que je vais faire là. Voilà, qui est plutôt débutant et qui n'a pas peur de perdre la moitié. Déjà, je vais dire quelle est la meilleure décision que vous pouvez faire aujourd'hui pour votre vie. Vous prenez un montant qui est raisonnable, que vous pouvez vous permettre de perdre tous les mois. C'est combien? Ah, ça dépend des gens, du 10%, coup. 20% du revenu? Ah non, ça va dépendre des gens. Vous le savez, il y a des gens, ils perdent 5% de leur revenu, ils sont complètement fous, hein. Ça dépend vraiment des gens. C'est votre appétence, c'est votre lien avec l'argent. On est tous différents avec l'argent. Ça dépend de qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi, par exemple, c'était quand j'ai commencé un abonnement Basic Fit. Je me suis rendu compte que je le payais, j'y allais pas depuis plus d'1 an. Alors bon, c'était très clairement ça, la limite morale qui fait que j'allais pas sur le site me désabonner. Vous prenez ce montant-là, vous le divisez par 2. Oui, moi je prends toujours une marge de précaution. Et ce montant-là, vous le mettez tous les mois dans Bitcoin. Donc la moitié de ce que vous êtes prêt à perdre tous les mois, donc vraiment un truc que vous êtes prêt à perdre, vous le mettez dans Bitcoin. Je prends le pari, je reviendrai ici vous présenter mes excuses si dans 4 ans, c'était pas la meilleure décision que vous ayez prise cette année. Donc Bitcoin, simple, efficace. Bitcoin, simple, efficace. On va pas sur du Cardano. Pas du tout. Moi, je suis pas fan de Cardano. Il y a une grosse communauté dessus. J'aime pas trop me prononcer parce que je connais pas tant que ça, mais Cardano m'excite pas du tout. Cardano, c'est pas ma cam. Qu'est-ce qui t'excite en ce moment? Ce qui m'excite en ce moment, c'est les usages. C'est très dur parce que ça va varier. Il y a tellement de nouveaux projets. Les projets de cette semaine ne seront pas les mêmes que la semaine dernière. J'aime beaucoup 3 typologies de projets. La première qui est très valeur blockchain. Et là, ça me plaît beaucoup. Et plus je creuse, plus je reviens sur Bitcoin, hein. Il n'y a rien d'autre que Bitcoin pour qu'on se rende compte. Plus on creuse qu'on n'a rien vu, hein. C'est magnifique. Le bordel, il tourne depuis 2009 avec un meilleur uptime que Google. C'est décentralisé. C'est juste, c'est inviolable. J'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai jamais vu ça. Bitcoin, d'un point de vue des valeurs que j'aimerais porter dans la blockchain, rien n'est mieux que Bitcoin. Rien ne lui arrive à la cheville. D'un point de vue développement, programmabilité, tout est possible. Regardez tout ce que l'on peut construire et qui a lancé d'ailleurs la fameuse vague des blockchains d'infrastructure, c'est Ether. C'est Ether qui a lancé Solana, Elrond, Algorand,
Avalanche, tous ceux qui disent oui, on peut aller plus vite, moins. C'est Ether, le daron qui a dit regardez, maintenant on va faire ça. Et ensuite, il y a des petits usages, mais ça vient à la semaine, ça vient au mois. En ce moment, j'étais sur un truc Steppen de NFT qui, quand tu marches, tu gagnes de l'argent. C'est idiot, mais ça m'a suffisamment chauffé. J'ai marché 150 bornes. Moi, je reste derrière un écran, moi, dans un fauteuil. Je marche pas. Mais j'ai trouvé ça tellement cool, ça m'a engagé, si tu veux. Ça va vraiment dépendre des moments, ça va vraiment dépendre de... Et puis ensuite, des trucs tech où je vois que des gens lèvent des verrous. Quand Avalanche, j'ai vu qu'ils avaient fait une première blockchain compatible avec Ether parce que l'une de leurs sous-blockchains était directement pensée et compatible avec le réseau Ether. Mais plein d'autres blockchains comme ça, elles rondent parce que les valeurs des porteurs du projet, ils dégagent une énergie, un aura qui me plaît. C'est une force de travail, c'est des entrepreneurs que je suis derrière ce projet-là. Ok, alors je vais reformuler pour faire plus simple. C'est quoi les 3, 4, maximum 5 critères que tu regardes lorsque tu veux investir dans une crypto-monnaie ou pas? C'est quoi les critères les plus importants? Par exemple, moi je connais mieux le milieu startup. Dans les startups, si tu veux investir ou pas, tu regardes toujours l'équipe. Est-ce qu'il y a déjà un background ou pas? Est-ce qu'il y a de l'attraction? En fait, la demande, c'est ça. Toujours. Et le troisième critère, c'est le marché. Est-ce qu'il y a un énorme le time marché to market, la demande, non, c'est ça. Donc, il y a quelques critères où tu dis, si ça, déjà, t'es pas mal. Et tu vois, en fait, genre l'attraction, moi, je sais plutôt en pourcent de croissance. Est-ce que tu fais 7, 10, 15% par semaine? Dans le marché de la crypto, tu oublies le marché. Parce qu'un truc pourri peut réussir. Parce que c'est la mode. Donc, tu es obligé d'enlever le marché. Et pareil, tu as certains trucs, il n'y a aucune traction utilisateur, aucune traction communautaire. Mais il faut être capable de se dire, oula, en fait, les gens, ils vont pas parce qu'ils n'ont pas compris. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Dans la crypto-monnaie, ça existe. Alors, c'est quoi les critères? Par exemple, moi, je connais Alors, mieux, moi, c'est ça. L'équipe, elle y est. De toute façon, comme toute entreprise à moins de X de valo, tu regardes la team. La team est très importante. D'accord? Ça, c'est partout pareil et c'est vrai dans le cas de la crypto. Ensuite, l'usage. À quoi ça sert, finalement? Qu'on comprenne réellement, OK, mais leur truc, il sert à quoi? C'est la question que je me pose sur tous les projets. Parce que des fois, il y en a, ils font « Ouais, on va faire ça et tout, mais c'est quoi le but? Oh, rien. » Non, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Et ça, globalement, c'est très simple parce qu'on vous demande d'écouter votre sensibilité d'utilisateur. Donc, je me place dans l'utilisateur en mode, est-ce que j'ai envie d'utiliser leur truc? Et si j'ai envie, là, je me trouve toutes les réponses tout de suite. Le troisième point, c'est globalement quand même une traction s'ils ont déjà fait des levées ou la capacité à pitcher. Quoique des fois, ça m'arrive parce que maintenant, je fais du marketing à me dire, OK, eux, leur produit est incroyable, mais ils décollent pas. Mais c'est 12 techs, les mecs. Ils savent pas vendre leurs produits. Là, je me positionne et je les prends par la main. Mais ça va vraiment être ça. La team, très important. L'usage, il faut vraiment redescendre. C'est le truc le plus important dans la crypto. Hein. Est-ce que c'est utile, ce qu'ils sont en train de développer? Est-ce qu'on peut le faire sans blockchain? Est-ce qu'on est en train de faire de la blockchain pour faire de la blockchain? Ou est-ce qu'on est réellement en train de changer le monde en mode non? Ça, c'était un problème identifié avant, mais il n'y avait pas de solution. Il n'y a que la blockchain qui... Et ça, c'est le dernier point que je vais regarder. Est-ce qu'il y a une innovation technique finalement? Est-ce que la personne qui utilisait ça, elle a utilisé la blockchain pour faire un truc qu'on n'avait pas encore pensé avant? Et quand tu as tout ça en tête. Ouf. Alors, parce que maintenant, ça vient. Je reprends les startups. Quand tu veux chercher tes premiers deals, pareil, tu comprends rien. Il y a des gens qui dévaluent que tu comprends pas. Où est-ce que tu trouves les startups qui sont en train de lever ou qui vont juste avant de lever, parce qu'il faut pas être pendant la levée, ou faut être en amont. CoinList propose un truc sympa avec des projets assez propres. Tu regardes également les launchpads, c'est les plateformes qui lancent leurs propres cryptos. Généralement, Binance lance pas de mauvais projets. Généralement, on a... Ouais, Elrond lance pas de mauvais projets. Les grosses plateformes qui ont leur launchpad, généralement, se doivent, de par leur image, de pas faire nimp. Donc toi, toutes les semaines, tu vas regarder là, par exemple. Moi, je le fais plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai des contacts maintenant. Ça, c'est toujours pareil. Ah oui. Tu as investi dans 50 startups, tu n'attends pas de voir dans la presse, même un petit média qui te dit « Oh, ça va lever des fonds ». Pas du tout. Tu appelles tes potes, ça se fait sur WhatsApp, c'est des groupes. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la petite discussion qui a beaucoup de valeur. Par contre, là où c'était très fermé dans le monde de la finance traditionnelle, dans le monde de la crypto, tout le monde peut avoir son petit groupe. Donc faire attention, parce que c'est très accessible à tout le monde. T'as aussi des groupes de merde. C'est ça, hein. Ouais, achetez ça, ça va être génial et tout. Mais bon, après, des fois, tu vois des trucs genre, oui, par exemple, Elon Musk, on en parlait. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, il faut acheter le Floki Coin et tout. Apparemment, Elon Musk, il a un cousin et son Shiba, il va l'appeler Floki. Et du coup, ça va monter. Je dis, mais c'est de la merde. Il y a des gens qui m'ont demandé ce que je pensais. Je fais, mais t'achetez pas cette merde. C'est pourri, ça sert à rien. Il n'y a pas de fondement. Ça t'est arrivé d'acheter justement parce que tu sais que ça va exploser, genre pour faire un coup? Et non. Genre du Dogecoin, un truc qui explose, et après tu le... Alors, déjà, pour deux raisons. Ça m'est arrivé d'y croire vraiment que ça allait et de rentrer avant. Mais déjà, c'est du délit d'initié. Même si c'est pas régulé, investir alors que tu sais, c'est illégal.
On est en France, on a joué le jeu de la régulation, on a prestataire de services d'actifs numériques sur plusieurs boîtes. Moi, je parle vraiment Fais pas ça. juste en termes éthiques. Est-ce que tu restes sur des valeurs, ben non, je veux croire au projet, tu es un peu comme dans des boîtes, tu vois, je veux Alors, croire à mes l'équipe, je veux valeurs au projet. éthiques en marketing, c'est je ne parle jamais d'un projet auquel je ne crois pas. Jamais. Voilà. Et heureusement, j'ai la chance, de par ma position, de choisir avec qui je veux bosser. Et je vais les voir en disant, si vous me donnez du budget, je fais une vidéo. Mais du coup, je vais dire que du bien d'eux. Mais c'est normal, c'est moi qui ai été vers eux. Je vais quand même pas dire du mal d'eux, quoi. Deuxième chose, à aucun moment, j'ai parlé d'un truc parce que j'ai été payé. En tout cas, pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, on serait prêt à payer pour. Je fais, OK, moi, je creuse. J'aime leur projet, j'en parle. T'as pas une petite anecdote là sur ça? Des gens qui viennent te voir, qui te proposent 500 000 euros. 500 avant, 500 après. Une barre, putain. Ouais, bah, c'était une arnaque en fait. C'était BitConnect, c'était un logiciel de merde qui proposait 1% de rendement par jour, ce qui n'existe pas. Au final, c'était... Sans risque. Hein, l'argent rapide existe parce que vous pouvez perdre, hein, mais pas l'argent facile. Toujours pas. Enfin, en tout cas, dites-moi si vous avez trouvé, mais moi non. Et du coup, BitConnect, ouais, c'était une arnaque. Et ils me disent, voilà, tu dis du bien de nous. Déjà, quand tu reçois un mail qui dit, ouais, voilà, alors on voudrait te payer pour que tu dises du bien de nous. Parler de vous, me faire mon avis, c'est une chose, mais dire du bien de vous, c'est quand même bizarre. Enfin, combien le cachet 500 000 avant, 500 000 après. Ouf. Et je leur dis, écoutez, je vais le faire, oui, je reviens vers vous. Là, j'analyse le truc, je comprends que c'est le pire pyramide de Ponzi au monde. Et là, je fais une vidéo, BitConnect, l'arnaque du siècle. Et là, ça sort. Et là, ça a fait beaucoup de bruit parce que eux, ils sont venus me menacer. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent sur BitConnect, mais beaucoup de gens qui ont dit oui, il faut qu'il y ait des nouveaux qui rentrent, sinon on va perdre de l'argent. T'aurais pas dû en dire du mal, tu vas freiner l'adoption du. J'ai même certains abonnés à moi qui m'ont insulté en commentaire. Je les envoie, je fais attends, toi tu me connais depuis 3 ans. Il me fait ouais, mais frère, ça marche tant qu'il y a des débiles qui rentrent. Hein. Donc en réalité, je t'en veux pas, t'inquiète, j'ai conscience que tu fais le bien, mais moi, ça m'arrange pas ton histoire. Je fais, il y a une limite morale quand même. Si c'est pour faire les 500 cas là et que ce soit la dernière fois de ma vie que j'ai l'occasion de les faire, ça m'intéresse pas. Même si mon père m'a dit, écoute, il y a les choses bien et je pense que tu sais ce que tu devrais faire. Après 500 000, on peut pas t'en vouloir de réfléchir. Et tu prends les 500 000 après aussi. Oui, bah, de toute façon, je les ai pas eu ni avant Oui, ni non, après. non. Hein, j'ai sorti le truc en mode... Non, le truc qui était dur, c'est que j'ai failli la retirer, la vidéo. Parce que j'ai eu des menaces de mort. Beaucoup trop. Et là, c'est les médias français qui m'ont relevé. Il me semble qu'il y a Capital à l'époque qui en avait parlé. Il y a Bitcoin.fr qui a fait une première page. Ils t'ont pas relevé tout de suite. Ils t'ont relevé le moment où j'ai commencé explose. à dire... Là où quand j'ai commencé à dire, les gars, je vais... Non, un peu avant que ça pète. Un peu avant que BitConnect se casse la gueule. Ils m'ont relevé quand j'ai commencé à dire sur les réseaux. Enfin, moi, je recevais des menaces de mort. C'était rude. T'avais quel âge? 21 ans. Et puis des mecs qui m'envoient une voiture, 2, 3, une Lamborghini, une autre, et qui me disent, voilà, bah, tu sais quoi, celle-là, je vais la vendre. Puis on va voir si pour 250 000 euros sur le Deep Web, il n'y a pas un gars qui te trouve et qui t'égorge. Et moi, j'étais aux États-Unis, heureusement, hein, parce que... T'as reçu combien de menaces de mort, toi? Entre le mec qui vient avec le fusil et... Quelques milliers. C'est Quand le Bitcoin baisse. C'est dangereux. Ah Si ouais. il y a des gens Bah qui... oui, évidemment. Bitcoin baisse. Ils ont connu Bitcoin sur ma chaîne il y a 2 ans. Ils ont gagné pourtant entre-temps. Hein. Enfin, il y a un mec, je lui ai fait prendre 6 investissements. Un flat où il n'a pas perdu. 4 où il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Combien? Beaucoup trop. 10 millions. Lui, il a vraiment fait des trucs. Oui, il a dû prendre peut-être 15, 20 millions, je pense. Et sur le dernier, il a dû perdre 3-4 barres. Parce que je pensais vraiment que c'était un bon truc. Mais c'est sur le dernier, t'as pas honte de m'être fait rentrer dans cette merde et tout. Je fais, putain, c'est l'être humain. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Il cherche des gourous absolus, si tu veux. Après, peut-être que t'as pas la vérité. Peut-être que comme le mec, tu lui as toujours fait gagner, il t'a pas dit, mais il a tout mis sur le dernier. Sauf que la pomme noire, elle existe. Et puis toi, tu lui dis, respecte ton money management, ton ci, ton là. Le mec est très, 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 très blindé. Enfin, moi, à un moment, tu peux pas suivre. Et pourtant, tu mets des disclaimers, tu mets du ci, tu mets du là. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de donner des conseils. Que j'ai arrêté de dire, et bien sûr, si j'avais 5 000 euros, je vous aurais mis 7 tokens. Exactement. Voilà. C'est pour ça que tout ce qu'on dit ici, c'est ton avis et c'est pas. Mais sur un horizon de 4 ans, j'assumerai le Bitcoin. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bitcoin, sur 4 à 8 ans. Ah non, Bitcoin, je suis certain que... Donnez-moi une seule valeur au monde qu'on est sûr qu'on peut acheter et qu'on va gagner sur 4 ans. Je connais pas grand-chose mais à la crypto, mais là-dessus... Plus je creuse, plus je connais plein de techno, plus je me dis, mais en fait, on va revenir à Bitcoin à la fin. C'est incroyable. J'achète du Bitcoin à la fin de l'interview. Tu te rappelles, c'était le challenge à tout début. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Nous vous conseillons d'investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci pour le petit disclaimer. C'était le challenge de l'interview, de me redonner envie de... Et je crois que tu as réussi. Du coup, on va passer à la fin, si ça te va.
Il y a encore Finissons. plein de questions sur... explique-nous la DeFi, C'est ça. tout c'est donc la finance décentralisée, etc. Peut-être aller comme c'est un enfant Non, de mais on 5 va ans. faire un truc très simple. Le problème de la finance, on l'avait identifié. Si un organisme financier abuse, ben on peut rien faire. C'est ce que je veux dire, tu es obligé de passer par eux. D'où le gars qui, en 2008, se dit on va créer un algorithme qui nous laissera le choix. Ben, la finance, c'est quoi? Les prêts, les emprunts, les assurances, tous les services financiers. Ben, la DeFi, ça va être par exemple une assurance où ce sont des gens comme toi qui vont assurer des gens comme moi. C'est pas une banque. Plein de gens qui vont mettre de l'argent. S'il n'y a pas de problème, ben moi je paye mon assurance, donc vous gagnez les intérêts. Par contre, s'il y a un pépin, votre argent à vous est bloqué pour me couvrir. C'est de la finance décentralisée. Décentralisée dans le sens où c'est pas une banque qui gère de l'argent et qui dit lui on le rembourse, lui non. Non, il y a une règle mathématique. Les gagnants, ce sont ceux qui prennent le risque et qui le portent, ceux qui apportent la liquidité finalement. Et les perdants, ce sont, ça va être soit les gens qui vont être assurés, qui vont payer quand il n'y aura pas de sinistre, soit ceux qui prêtent de l'argent, mais quand il y a un sinistre, naturellement, il faut le couvrir. Ça, c'est la DeFi. Magnifique. Fin de l'interview. Pour ou contre? On se donne 40 secondes. C'est J'ai parti. 4, 5, une petite dizaine maxi. Et tu peux répondre par pour ou contre. T'es prêt? Prêt. Investir 1000 euros dans le Bitcoin tous les mois. Je peux pas. Si on ne connaît pas la personne, je dirais contre. Parce que 1000 euros pour un gars qui a 1002 par mois, c'est dangereux. Le métaverse européen de Macron. Contre. Les FinTokers, donc ces TikTokers qui donnent des conseils d'investissement crypto depuis 1 an. Contre. La Startup Nation. Pour. Les régulations de crypto et NFT. Pour, mais ça veut tout et rien dire. Taxation des cryptos, plus simple. Contre. Aujourd'hui, contre. Investir dans l'immobilier. Pour. Investir en bourse. Pour. En start-up. Pour. Les NFT comme avenir de l'art. Aucune idée. Je sais pas. Ça m'intéressait pas avant les NFT. Je m'intéresse pas à l'art depuis qu'il est numérique. Et le métaverse comme avenir de l'humanité. Avenir de l'humanité. Contre. Ce sera un outil, mais avenir de l'humanité. Owen, merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop cool. Je te Merci dis à très beaucoup. vite. Ciao. Ciao. À vous, j'espère que vous avez appris autant que j'ai appris aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre les 5 étoiles, pensez à mettre le petit avis, le petit commentaire et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.